Permettez-moi de changer un peu de sujet pour parler du conflit en Ukraine et du dernier article paru dans The Telegraph. Il rapporte que les États-Unis ont adressé un ultimatum à Zelensky. Soit il accepte les garanties de sécurité de Washington, soit il les perd. Il semble que les États-Unis cherchent à offrir à l'Ukraine des garanties similaires à l'article 5 de l'OTAN. Je ne sais pas si cela serait acceptable pour la Russie. Je ne vois tout simplement pas cela se produire. Quelle est votre compréhension de la situation? Et qu'est-ce que les États-Unis peuvent offrir à l'Ukraine qui serait acceptable pour les Russes? Eh bien, pardonnez-moi. La position russe est que si un accord global peut être conclu, il inclurait la consolidation du territoire et une zone démilitarisée suffisamment profonde pour ne pas constituer une menace par le terrorisme ou la guerre. Pas de missiles à longue portée, pas de drones à longue portée, ni quoi que ce soit de ce genre. Une zone démilitarisée où il ne serait pas possible pour l'OTAN ou les unités alliées de l'OTAN d'utiliser des armements contre la Russie. C'est à cela que sert la zone démilitarisée. Elle impliquerait également un changement de régime par voie électorale et une réduction de la capacité de l'armée ukrainienne. Pas 800 000 hommes, qui était le dernier chiffre, encore supérieur à celui de l'armée ukrainienne actuelle. Nouvelles dispositions sind Secret du Securityros. Provisions are part of the Russian security package. Yes, we've been told that Oui, on nous a dit que les 28 puis 27 points avaient été répartis en 4 ensembles. Garantie de sécurité, territoire, relations entre les États-Unis et la Russie, et ainsi de suite. On nous a dit que Vitkov et Kushner avaient apporté cela à Poutine. Poutine et Lavrov ont déclaré que cela était conforme aux arrangements d'Alaska. Mais lorsque Trump a été interrogé plus récemment, le 15 décembre, c'était hier, lundi, on lui a demandé « Qu'en est-il des garanties de sécurité de type article 5 sans adhésion à l'OTAN ?» L'adhésion à l'OTAN est un faux prétexte. L'OTAN occupe actuellement l'Ukraine et l'utilise comme une plateforme de guerre. C'est un faux prétexte. Il existe un effet pratique de l'article 5. Trump a donc déclaré qu'aucune garantie de sécurité ne pouvait être accordée au territoire qui a été perdu. C'est une concession majeure, n'est-ce pas? Il a dit qu'ils avaient déjà perdu le territoire, pour être honnête. En ce qui concerne une garantie de sécurité, nous y travaillons. L'Europe en ferait une grande partie. Nous travaillons avec l'Europe. Nous ne voulons pas que la guerre reprenne. Je pense, et je lis Trump d'hier, que nous avons fait beaucoup de progrès en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine. Et puis il abandonne la concession sur le délai. Souvenez-vous, nous étions censés parvenir à un accord avant Noël. Eh bien, il a laissé tomber cela. Il n'y a plus de limite de temps maintenant. La limite, c'est quand nous aurons terminé. Nous faisons des progrès. Ensuite, le journaliste demande, « Avez-vous parlé directement à Poutine ?» Oui, moi je l'ai fait. Lui, non. Il fait référence au passé. J'espère que cela répond à votre question. D'un côté, ce qu'il dit là, c'est qu'il ne peut pas se permettre une défaite américaine en Ukraine. Dans la mesure où il a fait venir le général Grinkovich, le commandant suprême des forces alliées, qui était à la table lorsque Vitkov y était, on peut le comprendre. Ainsi, dans la mesure où un haut gradé américain est maintenant présent à la table, l'autre camp, désormais dirigé par Merz, le petit chancelier d'Allemagne, avec 28% de soutien populaire, mène l'opposition, la guerre contre la Russie. Le général dit « Vous allez perdre davantage, et notre camp est prêt à offrir des garanties de sécurité à ce qu'il restera, ce qu'il restera. Si vous ne trouvez pas un accord rapidement, il vous en restera encore moins. » C'est ce qu'ils disent. Et il me semble que Trump comprend de plus en plus clairement qu'il fait face à une défaite.
à moins qu'ils ne parviennent à obtenir des Ukrainiens qu'ils approuvent quelque chose qui paraisse crédible, une non-défaite pour lui. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Il n'y a pas eu de changement merveilleux dans la politique américaine. Le général Donahue, qui dirige l'armée américaine en Europe et au Moyen-Orient, a déclaré l'autre jour que l'armée américaine, je cite, « dirigera toujours en Europe, en particulier l'armée de terre. Personne ne peut remplacer les légions romaines. Si vous voulez gagner, il faut mettre des hommes sur le terrain. Cela ne changera pas. » Très bien. Donc si je mets Trump, Donahue et Grinkovich autour de la table, qu'est-ce que je vois? Les États-Unis ne veulent pas être vaincus ni fuir l'Ukraine. Ils veulent maintenir une plateforme là-bas afin de pouvoir continuer à préserver leurs légions, comme les appelait Donahue, en Allemagne, en Pologne, en Finlande, jusqu'au Groenland. C'est ce qu'ils veulent. De plus, comme nous l'avons déjà dit, ils veulent déplacer leur grande capacité vers l'Est contre la Chine. À mon avis, la bonne nouvelle pour la Russie, c'est d'abord qu'il n'y a pas de limite de temps. Le camp russe progresse. Il accélère son avancée. Nous pouvons le constater sur le terrain, dans le taux de perte, dans toutes les preuves disponibles. S'il n'y a pas d'échéance, la Russie continuera à avancer vers l'Ouest. Et le président Poutine a dit plus d'une fois que si nous n'atteignons pas ces objectifs de sécurité par la diplomatie, et nous sommes ouverts à cela, nous les obtiendrons par la force. Et c'est ce qui se passe. Alors, ai-je répondu à la question? Je pense que c'est positif uniquement dans le sens où Trump couvre sa retraite avec les seuls moyens militaires dont il dispose. Les moyens politiques exigent que Zelensky et Merz jettent l'éponge. Sinon, ils se retrouveront à découvert. Et Trump ne veut pas de cela. Le général Donahue ne veut pas que l'Allemagne soit à découvert. Ils ne le veulent pas. Sinon, ce serait un changement révolutionnaire. Et la Russie n'est pas favorable à cela. Sauf qu'elle souhaite réduire la guerre. Ainsi, lorsque Trump dit « Nous avons besoin d'une paix globale, nous ne voulons pas d'une pause », le point de vue russe, le point de vue de l'état-major que j'essaie de transmettre, que mes sources transmettent, est que les Américains veulent une pause. Ils s'attendent à reprendre la guerre dans 3 ou 4 ans. Ils peuvent vivre avec cela. La Russie a aussi besoin de cette pause. Mais si Trump dit « Nous n'allons pas faire de pause », nous vous donnerons des garanties de sécurité. Cela signifie pour la Russie quelque chose de très différent de ce que Merz et Zelensky veulent en ce moment. John, si l'on met en relation la stratégie de sécurité nationale des États-Unis avec ce que Politico a mentionné à propos du soi-disant 4.5 ou C5, tu sais, le fait de ne pas considérer l'Europe comme faisant partie du nouveau cadre de réflexion à Washington, eh bien c'est de cela qu'il parle. Je ne sais pas à quel point c'est réaliste, mais c'est une idée qui circule. Politico en a parlé, et c'est pour cela que, selon moi, c'est important. Ils évoquent la Russie, la Chine, l'Inde, le Japon, ces 4-là, et le 5e m'échappe. Mais les Européens n'en font pas partie. Alors, quand tu regardes la situation en Europe, comment vois-tu l'avenir, compte tenu de la stratégie de sécurité nationale des États-Unis? Parce que c'est important pour l'avenir de l'Europe, pour ce qu'ils ont en tête lorsqu'ils se réunissent et discutent de la situation en Ukraine. Ils voient au-delà de ce qui s'y passe et réfléchissent à la manière dont ils perçoivent le comportement des États-Unis à long terme. Que veulent-ils des États-Unis? Que veulent-ils de la Russie, de la Chine? Et comment se voient-ils sans toutes ces superpuissances, en dépendant, tout en essayant d'être une sorte de puissance? Est-ce encore le cas dans leur esprit? Ou bien cela ne les intéresse-t-il plus? Eh bien, je pense que la réponse serait différente si vous posiez la question à un Allemand, à un Français ou à un Suisse.
Notre collègue Jacques Beau est suisse et il fait maintenant face à des sanctions européennes pour avoir répondu à votre question. Peut-être que nous y reviendrons plus tard. Car la seule chose commune, c'est la répression croissante des opinions critiques. En France, contre les officiers militaires, en Allemagne, contre les généraux à la retraite, contre les journalistes, contre les membres de partis politiques qui s'opposent aux positions dominantes, et ainsi de suite. Je pense que chacun des pays européens doit être considéré séparément. Il y a des histoires différentes, des faiblesses différentes. Starmer est faible d'une manière différente au Royaume-Uni de Macron, qui est faible en France d'une manière très différente. Mais Macron est capable de gouverner par décret, comme nous l'avons déjà dit. Il a besoin de la perception d'une menace de guerre extérieure, la Russie, pour justifier en grande partie son gouvernement par décret, tandis que la politique intérieure française se désagrège. Je veux dire l'agriculture, l'élevage. Il y a autant de scandales qu'on peut l'imaginer, dans lesquels Macron s'est opposé au peuple français dans différents secteurs, de différentes manières. La seule chose qu'il conserve, c'est le pouvoir exécutif de faire la guerre. Et faire la guerre contre qui? Lever des impôts pour la guerre contre qui? Il n'y a qu'une seule cible pour un faible qui gouverne d'une manière aussi forte, disons non parlementaire. Voilà l'histoire française. Ce n'est pas l'histoire britannique. Dans le récit britannique, comment pouvons-nous l'expliquer? Au cours de la dernière semaine, comme vous le savez, comme notre public anglais le comprend, on a vu la conclusion de toutes ces années depuis 2018 de l'affaire Novichok, avec un rapport du gouvernement britannique qui accuse le président Poutine d'avoir personnellement autorisé, ou du moins d'être moralement responsable, d'avoir lancé une attaque chimique contre la Grande-Bretagne en mars 2018. Aujourd'hui, presque tout le monde en Angleterre y croit ou reste silencieux lorsque la version officielle est publiée. Et tous les médias pensent de la même manière. L'Angleterre, les Britanniques, le Royaume-Uni, est totalement conditionné, pourrait-on dire, par l'idée que la Russie est l'ennemi. Et c'est ainsi que nous voyons une autre histoire sur la manière dont le Premier ministre Starmer se mobilise contre cet ennemi. Je pense que la situation allemande est différente, la situation néerlandaise est différente. Comment peuvent-ils se rassembler? Eh bien, de deux façons. Trump menace chacun d'eux de sanctions tarifaires, à moins qu'ils ne s'unissent. Ils doivent avoir le sentiment qu'ils peuvent alimenter la politique de guerre de Trump, qui consiste à dire « nous achèterons des armes chez vous afin d'obtenir une protection tarifaire ». Vous pouvez faire le calcul. Je suis sûr qu'ils le font dans chaque pays. La protection tarifaire, c'est-à-dire la levée des menaces de tarifs de Trump, se paie par l'achat d'armes destinées à être utilisées en Ukraine. Ainsi, chaque pays européen a son propre problème particulier, et l'Union européenne a le problème général de devoir négocier avec l'extorsion de Trump, extorsion commerciale, armes commerciales. Cela alimente donc l'augmentation de 5% de l'OTAN. Et nous avons déjà vu ce que cela signifie pour chacun de ces pays. C'est essentiellement un système de protection. Nous vous payons davantage, vous nous laissez commercer davantage, nous déduisons ce que nous vous versons de ce que nous gagnons grâce à vous, et avec un peu de chance, nous en sortons gagnants. Sauf que les opinions publiques européennes, elles, n'y gagnent rien. Alors, comment les convaincre de continuer à voter? C'est impossible. Ce que nous avons, c'est la répression, l'extorsion, la tromperie, et encore la répression. Voilà la situation pour les Européens. Pendant ce temps, je dirais que l'idée selon laquelle Keir Starmer et Macron se rencontrent et se tiennent la main avec Zelensky pour résister à des concessions déraisonnables faites aux Russes par Trump est un cirque, une illusion, que la Russie tranchera sur le champ de bataille.